Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Je suis arrivée au mariage de mon propre fils, et lorsque j'ai donné mon nom à la réception, le personnel m'a regardée avec confusion. Je suis désolée, madame, dit la jeune réceptionniste, en vérifiant la liste 1, 2, puis 3 fois. Votre nom n'est pas sur la liste. Il doit y avoir une erreur, ai-je insisté. Je suis la mère de Christophe. C'est à ce moment-là que je l'ai vu s'approcher, élégant dans son smoking, avec ce sourire que je connaissais si bien. Mais son expression n'était pas celle de la surprise ou de la joie. C'était de l'agacement. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, d'un ton assez froid pour glacer le champagne servi aux invités. « Christophe, mon fils, je suis venu à ton mariage, ai-je répondu, la confusion m'envahissant. Mon nom n'est pas sur la liste, mais ce doit être une erreur. » Il m'a regardé avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. « Ce n'est pas une erreur, maman. Je t'ai dit que c'était réservé à la famille proche. Mais je suis ta famille, ai-je plaidé. Je suis ta mère. » Christophe a soupiré et a levé les yeux au ciel. « Tu pensais vraiment que tu serais invité après tout ce que tu as fait ?» Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai souri calmement, je lui ai dit que je comprenais parfaitement, et je suis partie. Mais en me dirigeant vers la sortie, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. « Samuel, ai-je dit quand il a répondu, je crois qu'il est temps d'exécuter le plan dont nous avons discuté. Je m'appelle Hélène Dubois. J'ai 71 ans, et ce jour-là, j'ai compris que j'avais élevé un monstre pendant des décennies. Je m'étais entièrement consacrée à ce garçon. Je l'ai adopté alors qu'il n'avait que 3 ans, un enfant abandonné que j'ai trouvé en larmes dans un orphelinat en 1990. J'avais alors 43 ans, une femme célibataire travaillant comme secrétaire dans un cabinet d'avocats à Paris. Je n'avais jamais prévu d'être mère, ma carrière avait toujours été ma priorité. Mais quelque chose dans les yeux de Christophe, rempli de larmes mais toujours empreint d'espoir, m'a brisé le cœur et a changé ma vie pour toujours. Le processus d'adoption n'a pas été facile pour une femme seule dans la quarantaine, mais j'étais déterminée. Je lui ai donné mon nom, ma maison, ma vie entière. Je me souviens encore du jour où je l'ai ramené à la maison. Mon petit appartement à Vincennes semblait soudain trop étroit pour son énergie, mais il était rempli d'amour. Il avait peur au début, s'accrochant à l'ours en peluche que l'orphelinat lui avait donné, ne sachant pas si ce nouvel endroit était vraiment sa maison. « Voici ta chambre, Christophe, lui ai-je dit, en lui montrant la petite chambre que j'avais peinte en bleu et décorée d'étoiles au plafond. Et voici ta maison pour toujours. » Il m'a regardé avec ses grands yeux bruns. « Pour toujours » demanda-t-il d'une petite voix. « Pour toujours, ai-je promis. » Ce que je ne lui ai pas dit ce jour-là, c'est tout ce que j'avais abandonné pour lui faire une place dans ma vie. Guillaume Moreau, l'homme que je fréquentais depuis 3 ans, avait été clair la veille au soir. « Hélène, je t'aime » avait-il dit lors d'un dîner dans notre restaurant italien préféré. Mais je ne suis pas prêt à être père, surtout pour l'enfant d'un autre. C'est lui ou moi. Je n'ai pas hésité. Alors je suppose que c'est un adieu, Guillaume. La douleur dans ses yeux était réelle. Mais ma détermination l'était aussi. J'avais fait mon choix, et je ne le regretterai jamais. Même les jours où être une mère célibataire semblait impossible. Ces premières années ont été un équilibre délicat entre le travail et la maternité. Je me levais à 5 heures du matin pour préparer le déjeuner de Christophe, le déposer à la garderie à 7 heures, travaillais jusqu'à 17 heures, le récupérais, préparais le dîner, l'aidais avec ses devoirs, puis je restais souvent éveillée jusqu'à minuit pour terminer le travail que j'avais ramené à la maison. Le week-end, je travaillais à temps partiel dans une librairie de quartier pour compléter nos revenus. Christophe s'asseyait dans la section pour enfants, entouré de livres, pendant que j'arrangeais les étagères et aidais les clients. Mais malgré l'épuisement, ces années ont été magnifiques. Christophe était un enfant brillant et curieux qui apportait de la joie dans chaque pièce. Le premier jour de maternelle, j'ai pleuré plus que lui. En CE2, il lisait au-dessus de son niveau et montrait des aptitudes pour les sciences et les mathématiques. J'ai fait des doubles journées pour l'envoyer dans les meilleures écoles privées. Le lycée Saint-Germain l'a accepté avec une bourse partielle, mais les frais de scolarité restants étaient encore substantiels. J'ai pris du travail de secrétariat supplémentaire le soir, tapant des manuscrits pour des auteurs qui avaient besoin de délais rapides. « Maman, pourquoi travailles-tu autant » m'a demandé Christophe, âgé de 10 ans, un soir alors que j'étais assise à notre table de cuisine, entourée de papier. « Parce que l'éducation est importante, mon chéri, ai-je répondu en me frottant les yeux fatigués. Et Saint-Germain est la meilleure école pour toi. Mais tu es toujours fatigué, dit-il d'une petite voix. Je l'ai serré dans mes bras. Certaines choses valent la peine d'être fatigué. Tu en vaux la peine. Ce que Christophe ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est qu'à cette époque, j'ai reçu une lettre de Suisse qui allait tout changer. Mon père, Édouard Dubois, avait repris contact après près de 20 ans de silence. Édouard avait quitté la France quand j'étais à l'université, s'installant en Europe pour développer son entreprise d'import-export.
Notre relation avait toujours été tendue. Il était un homme d'affaires d'abord, un père ensuite. Au fil des ans, notre communication s'était réduite à des cartes de Noël et des appels téléphoniques occasionnels. Sa lettre était brève mais choquante. On lui avait diagnostiqué un cancer et il voulait renouer les liens. La lettre mentionnait également son succès considérable en affaires. Je me suis envolée pour Genève cet été-là, laissant Christophe avec ma voisine, Madame Leroy. Je m'attendais à trouver mon père dans des circonstances modestes. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. L'adresse qu'il avait fournie menait à une magnifique villa surplombant le lac Léman. Un majordome, un vrai majordome, a ouvert la porte. « Mademoiselle Dubois », dit-il avec une légère révérence. « Monsieur Dubois vous attend dans la bibliothèque. » J'ai trouvé mon père assis près d'une grande fenêtre, plus mince que dans mon souvenir, mais avec les mêmes yeux perçants. Derrière lui se trouvaient des étagères de livres reliés en cuir, et par la fenêtre, je pouvais voir des jardins entretenus menant jusqu'au lac. « Hélène », dit-il en posant son livre. « Tu ressembles tellement à ta mère. » Les jours suivants furent une révélation. Mon père n'était pas seulement prospère. Il était riche au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Son entreprise d'import-export s'était étendue à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud. Il possédait des propriétés dans 3 pays, détenait d'importants portefeuilles d'actions et avait des investissements dans tout, des start-ups technologiques au vignoble. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» ai-je demandé lors du dîner le 3e soir. « Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» a-t-il répondu. « Tu as toujours été déterminé à tracer ta propre voie. » Il n'avait pas tort. J'avais refusé ses offres d'aide financière pendant mes études, préférant travailler à temps partiel. C'était une question de fierté, mais aussi d'indépendance. Les choses sont différentes maintenant, ai-je dit. J'ai Christophe à charge. Les yeux de mon père se sont adoucis. Parle-moi de mon petit-fils. J'ai passé des heures à lui montrer des photos de Christophe, à raconter des histoires sur ses réussites, sa personnalité, ses rêves. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un intérêt sincère dans les yeux de mon père. Avant de quitter Genève, il m'a fait promettre d'amener Christophe en visite l'été suivant. « Je veux le connaître », a dit mon père. « Et je veux qu'il connaisse son héritage. » J'ai accepté. Mais le destin en a décidé autrement. 3 mois plus tard, le cancer de mon père s'est aggravé. À Noël, il était parti. La lecture du testament a été un choc. Mon père m'avait laissé toute sa fortune, avec une fiducie établie pour l'éducation de Christophe. L'avocat, un gentleman suisse plus âgé nommé Henri, a expliqué que mon père avait révisé son testament après ma visite. Il a été très impressionné par la façon dont vous avez élevé votre fils seul, a dit Henri. Il voulait assurer votre sécurité future. Je suis retourné à Paris avec une décision à prendre. J'étais maintenant riche, extraordinairement riche. Mais cela signifiait-il que je devais changer nos vies? Après mûre réflexion, j'ai décidé de conserver notre style de vie modeste. Je voulais que Christophe grandisse avec des valeurs normales, qu'il comprenne le travail acharné et le sacrifice, et non qu'il soit gâté par une richesse soudaine. J'ai fait quelques changements. Nous avons déménagé dans un appartement légèrement plus grand dans un meilleur quartier scolaire, et j'ai réduit mes heures de travail pour passer plus de temps avec Christophe. Mais en apparence, nous sommes restés une famille de classe moyenne. Christophe s'est épanoui au lycée, devenant capitaine de l'équipe de football et obtenant les meilleures notes en sciences. En terminale, les universités le courtisaient, et je n'aurais pas pu être plus fier. Le jour où il a été accepté dans le programme d'ingénierie de l'école centrale Supélec a été l'un des plus heureux de ma vie. Nous avons célébré avec un dîner spécial à la maison. Je ne pouvais pas me permettre de l'emmener dans un restaurant chic. Du moins, c'est ce qu'il pensait. « Maman, dit-il ce soir-là, l'air inquiet. Centrale, c'est cher. Peut-être que je devrais plutôt envisager une université de province. » J'ai souri. « Ne t'inquiète pas pour l'argent, Christophe. J'ai économisé pour tes études depuis que tu es petit. Nous nous en sortirons. » Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que les économies provenaient en fait de la fiducie que mon père avait établie. Christophe a reçu une bourse partielle et j'ai payé le reste avec le fonds en fiducie, lui permettant de croire que nous étirions nos finances pour y arriver. Pendant ces années d'études, j'ai maintenu la façade d'une mère célibataire de classe moyenne luttant pour soutenir son fils. J'ai continué à travailler comme secrétaire, bien que j'ai réduit mes heures, disant à Christophe que c'était à cause de mon âge plutôt que de ma situation financière. Quand il a obtenu son diplôme d'ingénieur, j'ai pleuré de bonheur, pensant que tout cela en avait valu la peine. Tous les sacrifices, toutes les nuits blanches, toutes les opportunités manquées, le voir dans sa toge et son mortier, confiant et prêt à conquérir le monde, a validé chaque choix que j'avais fait. Après son diplôme, Christophe a été embauché par Girard Ingénierie, l'un des meilleurs cabinets de Paris. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Richard Girard avait été l'un des partenaires commerciaux de mon père des années auparavant. J'avais contacté Richard lorsque Christophe postulait, non pas pour demander un traitement de faveur, mais pour m'assurer qu'il aurait un entretien équitable. « Je ne veux pas que vous l'embauchiez à cause de moi », ai-je dit à Richard lors d'un déjeuner.
Je veux juste que vous voyiez son potentiel. Richard a accepté, mais a ajouté, s'il est moitié aussi déterminé que vous, Hélène, il ira loin. Christophe était ravi quand il a reçu l'offre d'emploi. Man, Gerard. Ingénierie me veut. C'est l'un des meilleurs cabinets du pays. Je l'ai serré dans mes bras, sincèrement fier. Je savais que tu pouvais le faire, mon chéri. Le salaire est incroyable, a-t-il poursuivi, les yeux brillants. Je peux enfin t'aider, te trouver un meilleur endroit. J'ai secoué la tête. Concentre-toi sur la construction de ta vie, Christophe. Je suis parfaitement heureuse là où je suis. Et je l'étais. Mon modeste appartement de 3 pièces était confortable, et j'avais appris à aimer mon style de vie simple. Savoir que je pouvais le changer à tout moment était suffisant. Je n'avais pas besoin de luxe pour être contente. Les premières années de Christophe chez Girard Ingénierie étaient prometteuses. Il travaillait dur, obtenait de bonnes évaluations et se voyait confier des projets de plus en plus complexes. Mais en coulisses, je recevais des rapports différents de Richard. Il a du potentiel, m'a dit Richard lors de nos déjeuners trimestriels, mais il est souvent en retard et son attention aux détails laisse à désirer. S'il n'était pas votre fils, j'aurais peut-être dû le laisser partir depuis longtemps. J'étais déçue, mais pas entièrement surprise. Christophe avait toujours été assez brillant pour que l'école lui soit facile, parfois trop facile. Il n'avait pas développé la discipline qui vient d'une véritable lutte. Ne lui accorder aucun traitement de faveur, ai-je insisté. Il doit apprendre. Richard a hoche la tête. Je le garderai, mais il devra s'améliorer. Je n'ai jamais partagé ces conversations avec Christophe. Pour autant qu'il le sache, sa carrière progressait parfaitement. Et puis, lors d'un événement d'entreprise au cours de sa 3e année chez Girard Ingénierie, il a rencontré Émilie Lafont. Émilie était la nouvelle directrice marketing chez Girard Ingénierie. Élégante, confiante et ambitieuse, avec ses cheveux noirs lisses toujours parfaitement coiffés et ses vêtements de créateur, elle se démarquait parmi les employés à l'esprit plus technique. Christophe a été immédiatement séduit. Il m'a appelé le soir après leur rencontre, sa voix plus animée que je ne l'avais entendue depuis des mois. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable aujourd'hui », a-t-il dit. Elle s'appelle Émilie, et elle est brillante. Elle est diplômée de HEC et a travaillé dans 2 grandes agences de marketing avant de rejoindre Girard. Elle a l'air impressionnante, ai-je répondu, sincèrement heureuse d'entendre l'excitation dans sa voix. À 28 ans, Christophe était sorti avec plusieurs femmes, mais aucune n'avait capté son intérêt comme celle-ci. Leur premier rendez-vous fut un dîner dans un restaurant haut de gamme que je savais bien au-delà du budget de Christophe. Quand il en a parlé nonchalamment lors de notre appel hebdomadaire, j'ai ressenti une pointe d'inquiétude. C'est une sacrée folie pour un premier rendez-vous, ai-je commenté. Émilie en vaut la peine, a-t-il répondu. En plus, j'ai eu une prime le mois dernier. Je savais par Richard qu'il n'y avait pas eu de prime, mais j'ai gardé le silence. Ce n'était pas à moi de surveiller ses dépenses, même si je m'inquiétais de l'impression qu'il essayait de donner. En quelques semaines, Christophe et Émilie étaient inséparables. Elle l'a initié à un monde de haute gastronomie, de clubs exclusifs et de relations sociales qu'il n'avait jamais connues auparavant. Ses factures de carte de crédit devaient être astronomiques, mais il n'a jamais mentionné de soucis financiers. Un mois après le début de leur relation, Christophe a amené Émilie pour me rencontrer. Ils sont arrivés à mon appartement un samedi après-midi. Émilie, impeccablement vêtue de ce que j'ai reconnu comme un manteau Burberry qui coûtait probablement plus de 3 mois de mon salaire fictif. « Maman, voici Émilie », a dit Christophe, son bras autour de sa taille. « Émilie, voici ma mère, Hélène. » Émilie a offert un sourire étudié et une poignée de main ferme. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Dubois. Christophe parle de vous constamment. Appelez-moi Hélène, s'il vous plaît, ai-je dit en les faisant entrer. J'ai préparé le déjeuner. J'avais préparé un repas simple mais délicieux. Une soupe maison, du pain frais et une salade avec des ingrédients du marché local. Rien d'extraordinaire, mais fait avec soin. Alors que nous nous asseyons pour manger, j'ai remarqué qu'Émilie regardait autour de mon appartement, observant les meubles modestes, le tapis bien usé, les photos de famille sur les murs. Quelque chose dans son expression, un léger resserrement autour de ses yeux, une courbe à peine perceptible de sa lèvre, m'a dit qu'elle cataloguait mentalement tout et trouvait que cela laissait à désirer. « Cette soupe est intéressante, » dit-elle après sa première cuillerée. « Un peu salée à mon goût. Est-ce une recette de famille ? Juste quelque chose que j'ai perfectionné au fil des ans, ai-je répondu, en gardant un ton léger. Christophe a rapidement changé de sujet, parlant d'un projet sur lequel ils travaillaient tous les deux chez Girard. Tout au long du déjeuner, Émilie a été polie mais distante, répondant à mes questions sur son parcours avec des réponses toutes faites qui ne révélaient que peu de choses substantielles. Elle avait grandi à Neuilly-sur-Seine, disait-elle, dans une famille aisée. Son père était dans la finance, sa mère une ancienne galeriste. Elle avait fréquenté des écoles privées, puis HEC, et avait toujours su qu'elle voulait travailler dans le marketing.
J'aime aider à façonner la perception des gens, a-t-elle expliqué avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. La perception est la réalité, après tout. Après le déjeuner, lorsque Christophe s'est excusé pour prendre un appel téléphonique, Émilie et moi nous sommes retrouvés seuls dans le salon. Le silence entre nous était lourd jusqu'à ce qu'elle parle enfin. Christophe me dit que vous avez toujours travaillé comme secrétaire, a-t-elle dit, son ton rendant la profession légèrement déplaisante. Oui, depuis plus de 30 ans maintenant, ai-je confirmé. Ça doit être stable, a-t-elle répondu. Personnellement, je ne pourrais jamais imaginer rester au même endroit si longtemps. Je crois en la croissance et l'avancement constant. L'implication était claire. Elle voyait ma vie comme petite, stagnante, manquant d'ambition. Si seulement elle savait. Quand Christophe est revenu, Émilie est soudainement devenue animée, lui touchant le bras, riant à ses blagues, créant une bulle d'intimité qui m'excluait subtilement. J'ai observé leurs interactions avec une inquiétude croissante. Émilie était charmante et attentive avec Christophe, mais il y avait un calcul dans ses yeux qui me troublait. Alors qu'il se préparait à partir, Émilie a complimenté le déjeuner une dernière fois, bien que ses mots sonnent creux. C'était si simple, a-t-elle dit. Je vois d'où Christophe tient ses goûts sans prétention. Après leur départ, je suis restée seule dans mon salon, digérant la rencontre. Émilie venait clairement d'un milieu privilégié et semblait valoriser le statut et les apparences. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était la façon dont Christophe semblait se modeler pour s'adapter à son monde plutôt que l'inverse. Au cours des mois suivants, j'ai vu de moins en moins Christophe. Nos dîners hebdomadaires sont devenus mensuels, puis sporadiques. Quand nous nous voyions, Émilie était souvent présente, orientant la conversation vers des sujets qui mettaient en valeur ses relations et son statut social. Lors d'un de ces dîners dans un restaurant qu'Émilie avait choisi, bien trop cher pour ce que Christophe aurait dû pouvoir se permettre, j'ai remarqué comment il s'en remettait à elle de manière petite mais significative, changeant sa commande quand elle haussait un sourcil, riant un temps trop tard à ses blagues, vérifiant son expression avant de donner sa propre opinion. La première vraie fissure est apparue lors d'une visite dominicale à mon appartement. Émilie avait insisté pour apporter le dessert, un gâteau élaboré d'une pâtisserie haut de gamme qui faisait paraître ma tarte aux pommes maison bien ordinaire. Alors que nous mangions dans le salon, Émilie a remarqué une photographie sur mon étagère. Christophe, à environ 5 ans, assis sur mes genoux à la plage, tous les deux bronzés et souriants. Oh mon Dieu, Christophe, regarde tes cheveux. Elle a ri en prenant le cadre. Et ce short? Hélène, vous ne saviez pas que c'était démodé depuis les années 80? Avant que je puisse répondre, elle s'est tournée vers Christophe. Sérieusement, chérie, nous devons aider ta mère à redécorer. Cet endroit ici. Elle a agité la main vaguement. Daté. J'ai attendu que Christophe me défende, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi sur l'impolitesse de critiquer la maison de sa mère juste devant elle. Au lieu de cela, il a eu un rire gêné. Maman n'est pas vraiment portée sur la décoration d'intérieur, a-t-il dit, comme si cela expliquait et excusait tout. Clairement, a répondu Émilie en reposant la photo nonchalamment. Je suppose que quand on a juste de quoi vivre, l'esthétique n'est pas une priorité. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. L'appartement était modestement meublé par choix, non par nécessité. Chaque pièce avait été soigneusement sélectionnée pour son confort et sa durabilité. Le décor daté dont elle se moquait comprenait des héritages familiaux et des pièces à valeur sentimentale. Mais ce qui faisait plus mal que ces mots, c'était le silence de Christophe. Son accord tacite que ma maison, mes goûts, ma vie étaient en quelque sorte inadéquats. Le garçon que j'avais élevé, qui avait autrefois montré tant d'empathie et de gentillesse, était assis en silence pendant que sa petite amie insultait tout ce qui concernait mon existence. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai changé de sujet, posant des questions sur leur projet professionnel. Mais quelque chose avait changé. Une ligne avait été franchie, et Christophe m'avait montré exactement où se trouvait désormais ses loyautés. Les incidents ont continué et se sont intensifiés. Émilie faisait des commentaires sur mes vêtements. Ce chemisier est un peu jeune pour vous, ne pensez-vous pas? Ou sur mes cheveux. Avez-vous envisagé de teindre ces cheveux gris? Même sur mes choix de carrière. Il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de plus ambitieux. Chaque fois, Christophe restait silencieux, pire, hochait la tête en signe d'approbation. Chaque fois, je ravalais ma peine et j'essayais de maintenir la paix. Il ne s'agissait pas de ma fierté. Il s'agissait de garder mon fils dans ma vie. Puis vint le dîner qui a tout changé. Je les avais invités, j'avais passé la journée à cuisiner le plat préféré de Christophe, un bœuf bourguignon avec tous les accompagnements, une recette que sa grand-mère m'avait transmise. Émilie a pris une bouchée et a repoussé son assiette. Je ne comprends pas comment Christophe a pu grandir en mangeant des choses pareilles, a-t-elle dit en attrapant son verre d'eau. Pas étonnant qu'il ait eu un goût si terrible en matière de nourriture quand nous nous sommes rencontrés. C'est immangeable. La viande est dure, et tout est si salé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je me suis figée, attendant que Christophe me défende, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour reconnaître la cruauté de ses paroles.
Mais il a simplement continué à manger comme si de rien n'était, les yeux fixés sur son assiette. Ce soir-là, après leur départ, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Non pas à cause de la grossièreté d'Emily, j'avais développé une carapace au fil de ma vie, mais à cause de la trahison de Christophe. Le petit garçon que j'avais élevé, qui avait autrefois montré tant de compassion et d'intégrité, était devenu un homme qui permettait à quelqu'un de traiter sa mère avec mépris. Les visites se sont raréfiées après cela. Les appels sont devenus plus courts et plus formels. Christophe avait toujours une excuse. Le travail était prenant. Ils avaient des engagements sociaux. La famille d'Emily avait besoin d'eux. La distance entre nous s'est creusée, mesurée non seulement en jours entre les contacts, mais aussi par le gouffre émotionnel qui s'était ouvert. Quand il rendait visite, les critiques d'Emily devenaient plus pointues, livrées avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Oh, Hélène, ne pensez-vous pas qu'il est temps de mettre à jour votre garde-robe? Ces styles sont démodés depuis une décennie. Ou, ce quartier semble se dégrader. Avez-vous envisagé de déménager dans un endroit plus sûr ?» Christophe hochait la tête, ajoutant parfois ses propres observations. « Maman, Emily a raison. Tu devrais penser à un meilleur quartier. » C'était comme s'il avait oublié notre histoire, oublié les sacrifices que j'avais faits pour lui donner la vie dont il jouissait maintenant. Puis vint l'annonce de leur fiançailles. Ils ont organisé un dîner de famille dans un restaurant chic, choisi par Emily, bien sûr. Je suis arrivée la dernière, ayant reçu la mauvaise heure de début par accident. Je suis entrée dans la salle à manger privée pour trouver Emily exhibant une énorme bague en diamant, entourée de ses parents et de ses frères et sœurs. Christophe se tenait à ses côtés, son bras autour de sa taille, ressemblant plus à un accessoire qu'à un partenaire. « Surprise !» ont-ils tous crié en me voyant. J'ai forcé un sourire et je les ai félicités, serrant Christophe dans mes bras et offrant à Emily mes meilleurs vœux. À l'intérieur, quelque chose s'est brisé. L'annonce formelle avait clairement été orchestrée pour minimiser mon rôle, pour s'assurer que je comprenne ma place dans leur nouvelle vie, à la périphérie. Une pensée après coup. Plus tard dans la soirée, alors que je me préparais à partir, Christophe m'a prise à part. Son ton était différent, plus distant. « Maman » a-t-il dit, sans vraiment me regarder dans les yeux. Emily et moi avons parlé du mariage. Nous voulons quelque chose d'intime, juste la famille proche. J'ai hoché la tête, pensant que j'étais incluse dans cette catégorie. Quelle naïveté de ma part. Les semaines suivantes furent une épreuve. Emily a pris en charge les préparatifs. Et chaque fois que je posais des questions sur la cérémonie, la date, le lieu, mon rôle, elle donnait des réponses vagues. « Nous sommes encore en train de décider », disait-elle avec un geste dédaigné. « Nous vous tiendrons au courant. » Mais ils ne m'ont jamais rien fait savoir. Les invitations ont été envoyées, mais aucune ne m'est parvenue. J'ai appris le lieu, le Grand Hôtel de Paris, l'un des plus chers de la ville, par un ami commun. J'ai appris le dîner de répétition par des publications sur les réseaux sociaux. 3 jours avant le mariage, j'ai finalement rassemblé le courage d'appeler Christophe directement pour demander à quelle heure je devais arriver. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « Maman » a-t-il finalement dit, la voix tendue. Emily et moi avons décidé que le mariage serait réservé uniquement à la famille la plus proche. J'ai eu l'impression d'avoir été poignardée. « Mais Christophe » ai-je dit, la voix tremblante. « Je suis ta mère. Je suis ta famille. »« Je sais » a-t-il répondu. « Mais Emily pense que, eh bien, que tu ne corresponds pas à l'image que nous voulons projeter. » Je ne correspondais pas à leur image. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. La femme qui avait tout sacrifié pour lui, qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour lui donner une vie décente, qui avait renoncé à l'amour et à ses propres rêves, ne correspondait pas à leur image. Mais j'ai décidé d'y aller quand même. J'ai mis ma plus belle robe, celle que j'avais achetée en pensant à son mariage. Je me suis coiffée, me suis maquillée avec soin et j'ai pris un taxi jusqu'au lieu de la cérémonie. Je pensais que peut-être, en me voyant là, Christophe changerait d'avis, qu'il se souviendrait de tout ce que nous avions traversé ensemble. Toutes les nuits où je suis restée éveillée quand il était malade. Toutes les pièces de théâtre de l'école et les matchs de football que je n'ai jamais manqués. Tous les sacrifices que j'ai faits. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Quand je suis arrivée sur les lieux et que j'ai donné mon nom à la réception, le personnel a vérifié la liste 1, 2, 3 fois. « Je suis désolée, madame, mais votre nom n'est pas sur la liste », m'a dit la réceptionniste avec un sourire gêné. « Il doit y avoir une erreur », ai-je insisté. « Je suis la mère de Christophe. » C'est alors que je l'ai vu s'approcher, élégant dans son smoking, avec ce sourire que je connaissais si bien. Mais son expression n'était pas celle de la surprise ou de la joie. C'était de l'agacement. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé, le ton froid. « Christophe, mon fils, je suis venu à ton mariage, » ai-je répondu, la confusion m'envahissant. Mon nom n'est pas sur la liste, mais ce doit être une erreur. Il m'a regardé avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. « Ce n'est pas une erreur, maman.
Je t'ai dit que c'était pour la famille proche seulement. Mais je suis ta famille, ai-je plaidé. Je suis ta mère. Christophe a soupiré et a levé les yeux au ciel. Tu pensais vraiment que tu serais invité après tout ce que tu as fait? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Tout ce que j'ai fait, Christophe, je t'ai tout donné. Exactement, a-t-il dit avec mépris. Toujours à donner, toujours à étouffer, toujours à te mêler de ma vie. Emily a raison. Tu n'as jamais su rester à ta place. À ce moment-là, Émilie est arrivée, radieuse dans sa robe de mariée. Quand elle m'a vue, son sourire s'est figé. Qu'est-ce qu'elle fait ici? A-t-elle demandé à Christophe comme si j'étais invisible. Elle est sur le point de partir, a-t-il répondu sans me regarder. N'est-ce pas, maman? J'aurais pu me mettre à pleurer. J'aurais pu supplier. J'aurais pu faire une scène. Mais au lieu de cela, j'ai souri. Un sourire calme et serein qui les a déstabilisés tous les deux. Je comprends parfaitement, leur ai-je dit. Passez un merveilleux mariage. Et je suis partie. Mais en me dirigeant vers la sortie, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Samuel, ai-je dit quand il a répondu, je pense qu'il est temps d'exécuter le plan dont nous avons discuté. Samuel Thomas était mon avocat depuis plus de 20 ans, le seul qui connaissait tous mes secrets. Êtes-vous sûre, Hélène? A-t-il demandé d'une voix inquiète. Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Complètement sûr, ai-je répondu en montant dans le taxi. Christophe vient de me montrer que je ne vaux rien pour lui. Il est temps qu'il apprenne ce qu'il va vraiment perdre. Alors que le taxi s'éloignait du lieu de la cérémonie, mon téléphone a commencé à vibrer de messages. Il ne venait pas de Christophe, me demandant où j'étais ou s'excusant pour ce qui s'était passé. Il venait d'Émilie, furieuse que je me sois présentée à son mariage. Comment osez-vous vous présenter sans invitation? Vous n'avez aucune dignité, lisait l'un de ces messages. Christophe est en colère contre vous. J'espère que vous êtes heureuse d'avoir gâché notre journée spéciale. Gâché leur journée spéciale. Cette femme croyait vraiment que ma présence de 5 minutes avait gâché quoi que ce soit. Elle n'avait aucune idée de ce que signifiait vraiment gâcher quelque chose, mais elle était sur le point de l'apprendre très bientôt. Je suis rentrée chez moi et, pour la première fois depuis des mois, je me sentais étrangement calme. Pendant des années, j'avais marché sur des œufs, essayant de ne pas déranger Christophe, de ne pas importuner Émilie, d'être la belle-mère parfaite qui ne se mêle de rien mais qui est toujours là en cas de besoin. Mais cette nuit-là, en enlevant la robe que j'avais achetée pour un mariage auquel je n'étais pas invitée, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je prenais ma retraite, pas du travail. Je prenais ma retraite de mon rôle de mère. Christophe n'avait aucune idée de ma situation financière lorsque je l'ai adopté. J'étais une jeune femme travaillant comme secrétaire et vivant dans un petit appartement. Il a grandi en voyant mes sacrifices, mes emplois à temps partiel, ma lutte constante pour joindre les deux bouts. Ce que je ne lui ai jamais dit, c'est que pendant toutes ces années, mon père, qui avait déménagé en Europe dans les années 50, avait sagement investi l'argent qu'il gagnait avec son entreprise d'import-export. Quand mon père est mort il y a 10 ans, il m'a laissé un héritage considérable. Des propriétés à Genève, des actions dans des entreprises prospères, des comptes en banque que Christophe n'aurait jamais pu imaginer. Mais j'ai décidé de continuer à vivre comme je l'avais toujours fait, en travaillant, en épargnant, en gardant la même modeste maison. Je voulais que Christophe me valorise pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Quelle énorme erreur j'avais faite. Cette nuit-là même, pendant que Christophe et Émilie célébraient leur mariage, j'étais sur mon ordinateur à transférer de l'argent, à passer des appels, à mettre en marche un plan que j'envisageais depuis des mois. Le lendemain, lorsqu'ils se sont réveillés de leur lune de miel express, leur monde avait commencé à changer. Au début, c'était subtil. Christophe m'a appelé 3 jours après le mariage, non pas pour s'excuser, mais pour me demander de m'occuper de son appartement pendant que lui et Émilie étaient à l'île Maurice. « Maman, j'ai besoin que tu ailles arroser les plantes et récupérer le courrier, a-t-il dit comme si de rien n'était. Oh, et Émilie veut que tu nettoies un peu parce que nous avons des visiteurs à notre retour. Je ne peux pas, ai-je simplement répondu. Comment ça, tu ne peux pas? A-t-il demandé, surpris. Je suis occupée, lui ai-je dit. Trouve quelqu'un d'autre. Et j'ai raccroché. 1 heure plus tard, Émilie me hurlait dessus au téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, Hélène? Êtes-vous folle? C'est le moins que vous puissiez faire après la scène que vous avez faite à notre mariage. Je n'ai pas fait de scène, ai-je répondu calmement. Je suis juste allée féliciter mon fils. Votre fils ne voulait pas de vous là-bas, a-t-elle crié. Mettez-vous ça dans la tête. Vous êtes un fardeau pour lui. Un fardeau. Après tout ce que j'avais fait, après tous les sacrifices, j'étais un fardeau. Vous avez raison, Émilie, lui ai-je dit. Je suis un fardeau. C'est pourquoi j'ai décidé de le libérer de ce fardeau pour toujours. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? A-t-elle demandé, son ton changeant. Je veux dire que je prends ma retraite. Christophe n'a plus de mère. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Il était temps de commencer ma nouvelle vie. Le lendemain,
J'ai engagé une entreprise de déménagement et j'ai emballé mes affaires les plus importantes. Le reste, je l'ai donné à des œuvres de charité. J'ai vendu ma modeste maison dans le quartier où j'avais élevé Christophe et j'ai emménagé dans un hôtel 5 étoiles au centre de la ville. Non pas parce que je ne pouvais pas acheter une autre maison, mais parce que je voulais du temps pour décider exactement ce que j'allais faire du reste de ma vie. Samuel m'a rendu visite à l'hôtel cette première semaine, un homme distingué d'une soixantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux yeux bleus perçants. Il avait été mon confident à travers de nombreuses épreuves de la vie. « Hélène, êtes-vous sûre de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé en examinant les papiers que je lui avais donnés. J'en suis sûre depuis le moment où Christophe m'a regardé avec mépris à la porte de ce lieu de réception, ai-je répondu. Ce garçon pense que je suis une vieille femme pauvre et pathétique qui dépend de lui. Il est temps qu'il connaisse la vérité. Les papiers que Samuel tenait entre ses mains étaient des documents de transfert de propriété, des relevés bancaires, et quelque chose que Christophe n'avait jamais vu, l'acte de propriété de la maison où il vivait. La maison qu'il pensait avoir achetée avec son prêt immobilier avait en réalité été achetée par moi. J'avais payé la compte. J'avais co-signé le prêt. Je payais silencieusement l'hypothèque depuis des années pour qu'il puisse maintenir son niveau de vie. Mais ce n'était pas tout. L'entreprise où Christophe travaillait comme ingénieur avait aussi un secret. Le propriétaire, M. Girard, était un partenaire commercial de mon père en Europe. Quand Christophe a obtenu son diplôme, j'avais parlé à M. Girard pour donner une chance à mon fils. Non seulement il lui a obtenu le poste, mais pendant des années, j'avais reçu des rapports sur ses performances. Christophe était un employé médiocre qui avait gardé son emploi plus grâce à mon influence qu'à son talent. Émilie n'avait aucune idée non plus de qui elle avait vraiment épousé. Son tout nouveau mari, l'ingénieur à succès dont elle se vantait tant, était en réalité le fils adoptif d'une femme qui pouvait acheter et vendre toute sa famille sans sourciller. Pendant qu'ils profitaient de leur lune de miel, dépensant l'argent des cadeaux de mariage de la famille d'Émilie, j'étais au spa de l'hôtel, me relaxant pour la première fois depuis des décennies. Cela faisait des années que je ne m'étais pas accordé ce genre de luxe. J'avais toujours été si occupée à travailler pour Christophe, à m'inquiéter pour Christophe, à vivre pour Christophe, que j'avais oublié de vivre pour moi-même. C'est lors d'un massage relaxant que j'ai pris ma décision suivante. Non seulement j'allais prendre ma retraite de mon rôle de mère, mais j'allais aussi m'assurer que Christophe et Émilie comprennent exactement ce qu'ils avaient perdu. Quand Christophe et Émilie sont revenus de leur lune de miel, les problèmes ont commencé. D'abord, c'est la compagnie d'électricité qui a coupé leur courant parce qu'ils n'avaient pas payé la facture. Christophe m'a appelé, furieux. « Maman, pourquoi n'as-tu pas payé la facture d'électricité de ma maison ?»« Parce que ce n'est pas ma maison, ai-je répondu calmement. « Et parce que je ne suis plus ta mère. »« De quoi tu parles ?» a-t-il demandé, la voix s'élevant. « Bien sûr que tu es ma mère. »« Non, ai-je dit. Les mères sont invitées au mariage de leur fils. »« Je n'ai pas été invitée, donc je ne suis pas ta mère. » Christophe est resté silencieux un moment. « Maman, ne sois pas ridicule. Ce n'était qu'un mariage. »« Exactement, ai-je répondu. Juste un mariage. Le mariage le plus important de ta vie, et tu as décidé que je n'y avais pas ma place. Maintenant, tu vis avec les conséquences de cette décision. Mais tu as toujours payé mes factures, a-t-il crié. C'est ton obligation. Mon obligation? Ai-je répété, sentant la colère monter en moi. Christophe, pendant 28 ans, j'ai rempli des obligations qui n'étaient pas les miennes. C'est terminé. J'ai raccroché et j'ai composé le numéro de M. Girard. Bonjour, M. Girard, c'est Hélène. Je pense qu'il est temps que nous parlions de Christophe. Helene, Asopire and Gerard. Je me doutais que vous appelleriez bientôt. J'ai entendu ce qui s'est passé au mariage. Ce garçon n'a aucune idée de ce que vous avez fait pour lui toutes ces années. C'est exactement pour cela que j'appelle, ai-je dit. Je veux que vous voyiez qui est vraiment Christophe en tant qu'employé, sans mon influence. Monsieur Girard est resté silencieux un moment. Hélène, si je retire ma protection, Christophe va avoir de sérieux problèmes dans l'entreprise. Son travail est médiocre, il est constamment en retard, et plusieurs clients se sont plaints de son attitude. Alors gérez la situation comme elle doit être gérée, ai-je répondu. Je n'intercéderai plus pour lui. Pendant ce temps, Émilie avait commencé à remarquer d'autres changements. La carte de crédit qu'elle utilisait pour ses virées. Shopping de vêtements et de produits de beauté avait été annulée. C'était une carte que j'avais souscrite des années auparavant et que je payais en silence pour que Christophe puisse garder sa petite amie, puis sa femme, heureuse. Quand Émilie a essayé de l'utiliser dans sa boutique préférée, la vendeuse lui a dit que la carte avait été signalée comme annulée pour non-paiement. « Christophe » a hurlé Émilie ce soir-là. « Ta mère a annulé ma carte de crédit. Appelle-la tout de suite et dis-lui de la réactiver. » Christophe m'a appelé, enragé. « Maman, comment peux-tu être si mesquine? Émilie a besoin de cette carte. »« Émilie peut avoir sa propre carte, ai-je répondu. Ou tu peux lui en obtenir une avec ton crédit. »« Oh, attends. Tu n'as pas de crédit parce que tu n'as jamais rien payé toi-même.
Tu es une vieille femme amère, m'a-t-il crié. C'est pour ça que personne ne t'aime. Ces mots m'ont blessée, mais cette fois, je ne suis pas restée silencieuse. Christophe, ai-je dit d'une voix ferme. Pendant 28 ans, j'ai ravalé ma fierté pour que tu puisses avoir tout ce que tu voulais. Je me suis humiliée, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, et j'ai renoncé à mon propre bonheur. Et quand le moment le plus important de ta vie est arrivé, tu m'as traité comme une ordure. Maintenant, tu vas apprendre ce que cela signifie de te débrouiller seule. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Il était temps de passer à l'étape suivante. Le lendemain, j'ai rendu visite à Christophe à son travail. Je suis arrivée dans une voiture de luxe avec chauffeur, vêtue d'un tailleur élégant que j'avais acheté le matin même. Quand je suis entrée dans le bureau, tout le monde m'a dévisagée. Christophe est sorti de son bureau avec un air surpris. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé, jetant un regard nerveux à ses collègues. « Je suis venu te parler, » ai-je dit. « Pouvons-nous parler en privé ?» Nous sommes allés dans la salle de conférence et j'ai fermé la porte. Le visage de Christophe était un mélange de colère et de confusion. « Christophe, » ai-je dit, « je veux que tu saches quelque chose. Pendant toutes ces années, Monsieur Girard a été très patient avec toi parce qu'il me respecte, mais cette patience a des limites. »« De quoi tu parles ?» a-t-il demandé nerveusement. « Je parle du fait que Monsieur Girard sait que tu es en retard, que ton travail est médiocre, que plusieurs clients se sont plaints de toi. La seule chose qui t'a maintenu à ce poste, c'est mon influence. » Christophe est devenu pâle. « Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Monsieur Girard. « Monsieur Girard, pourriez-vous venir dans la salle de conférence, s'il vous plaît? Mon fils a des questions sur ses performances professionnelles. » 5 minutes plus tard, Monsieur Girard est entré dans la pièce avec un dossier à la main. C'était un homme grand et distingué d'une 60aine d'années, avec l'assurance de quelqu'un qui a bâti une entreprise prospère à partir de rien. « Bonjour, Christophe, » a-t-il dit d'une voix sérieuse. « Ta mère m'a demandé de te montrer ça. » Il a ouvert le dossier et a sorti plusieurs documents. Ce sont les rapports de tes superviseurs des 3 dernières années. Il est dit ici que tu as été en retard 43 fois, que tu as soumis des projets avec des erreurs importantes et que 3 clients majeurs ont spécifiquement demandé que tu ne travailles plus sur leur compte. Christophe a regardé les papiers, incapable de croire ce qu'il voyait. Mais ils ne m'ont jamais rien dit. Parce que ta mère m'a demandé d'être patient avec toi, a poursuivi Monsieur Girard. Elle a discrètement payé pour tes erreurs, s'est excusée auprès des clients et a même dédommagé financièrement l'entreprise pour les pertes que tu as causées. C'est un mensonge, a murmuré Christophe, le visage livide. Ce n'est pas un mensonge, lui ai-je dit. Pendant des années, j'ai nettoyé tes dégâts parce que je pensais qu'un jour tu deviendrais l'homme que je voulais que tu sois. Mais je me suis trompée. Tu es déjà l'homme que tu allais être, celui qui traite sa mère comme une ordure. Monsieur Girard a refermé le dossier. Christophe, comme une faveur personnelle pour ta mère, je vais te donner 2 semaines pour trouver un autre emploi. Après cela, ton contrat ici est terminé. Il s'est levé et est parti, nous laissant seuls. Christophe m'a regardé avec des yeux suppliants. Maman, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Émilie va me tuer si je perds mon travail. Tu aurais dû y penser avant de me chasser de ton mariage, ai-je répondu. Maintenant, tu vas apprendre ce que cela signifie de perdre ce que tu apprécies le plus. Je me suis levée pour partir, mais Christophe m'a attrapé le bras. Attends, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Non, ai-je dit en retirant mon bras. Mon fils aurait défendu sa mère quand sa femme l'insultait. Mon fils m'aurait invité à son mariage. Mon fils m'aurait traité avec respect. Tu n'es pas mon fils, Christophe. Tu es un étranger qui vit dans une maison que j'ai payée, avec un travail que je lui ai obtenu, marié à une femme qui me méprise autant qu'il me méprise. Je suis sortie du bureau et, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie complètement libre. Ce soir-là, Christophe est rentré chez lui complètement anéanti. Émilie l'attendait avec un verre de vin à la main, prête à entendre le récit de sa journée. Mais en voyant son visage, elle a su que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Pire, » a répondu Christophe en s'effondrant sur le canapé. « J'ai vu ma mère se transformer en mon pire cauchemar. » Il lui a tout raconté ce qui s'était passé au bureau, les rapports de performance, la menace de licenciement, la révélation qu'Hélène payait pour ses erreurs depuis des années. Émilie a écouté avec une horreur croissante. « Tu es en train de me dire que ta mère contrôle ton travail depuis tout ce temps ? » Ce n'était pas du contrôle, a marmonné Christophe. C'était de la protection. C'était de la manipulation, a crié Émilie. Cette femme est une psychopathe. D'abord, elle gâche notre mariage, et maintenant elle veut ruiner ta carrière. Mais pour la première fois, Christophe n'était pas si sûr que sa mère était la méchante de l'histoire. Toute sa vie, elle avait été là, résolvant ses problèmes, payant ses factures, ouvrant des portes qu'il pensait avoir ouvertes lui-même, et il l'avait chassée de son mariage comme si elle était une intruse. « Émilie, a-t-il dit lentement,
Peut-être que nous devrions nous excuser auprès d'elle. Nous excuser? Émilie a bondi sur ses pieds. Christophe, cette femme te fait chanter. Elle te manipule pour que tu te sentes coupable. Ce n'est pas du chantage, a répondu Christophe. C'est une conséquence. Je lui ai dit qu'elle ne correspondait pas à notre image, et maintenant elle nous montre que c'est nous qui ne correspondons pas à la sienne. Émilie n'en croyait pas ses oreilles. Je ne peux pas croire que tu la défendes après ce qu'elle t'a fait aujourd'hui. Ce qu'elle m'a fait? Christophe l'a regardée avec des yeux fatigués. Émilie, ce qu'elle a fait, c'est m'ouvrir les yeux. Pendant des années, j'ai vécu dans un mensonge, croyant que j'avais réussi par mes propres mérites, alors qu'en réalité, j'ai réussi grâce à ses sacrifices. Cette conversation a été le début de la fin pour beaucoup de choses. Émilie ne pouvait pas accepter que son mari à succès soit en réalité un homme médiocre soutenu par sa mère. Elle s'était vantée pendant des mois du travail de Christophe, de ses capacités, de son brillant avenir. Que allait-elle dire à ses amis maintenant qu'elle avait épousé un raté? Pendant ce temps, j'étais dans ma suite d'hôtel, dînant au room service et regardant les informations. Mon téléphone avait sonné tout l'après-midi, mais je l'avais gardé en silencieux. Je savais que c'était Christophe et Émilie, probablement désespérés, probablement furieux, probablement suppliants. Mais j'avais appris quelque chose d'important. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, vous devriez le croire. Le lendemain matin, Samuel est venu me rendre visite avec d'autres papiers. Hélène, a-t-il dit, j'ai les transferts prêts. Êtes-vous sûre de vouloir faire ça? Dans mes mains, je tenais les documents pour transférer la propriété de la maison de Christophe à mon nom, annuler tous les paiements automatiques que j'avais faits pour lui et retirer ma cosignature de tous ses prêts. Complètement sûr, ai-je répondu. Ce garçon veut son indépendance. Eh bien, il va avoir une indépendance totale. J'ai signé tous les papiers et Samuel est parti pour traiter les transferts. Dans 24 heures, Christophe allait découvrir que la maison dans laquelle il vivait n'était plus la sienne, que ses cartes de crédit avaient été annulées et qu'il devait commencer à payer un loyer qu'il ne pouvait pas se permettre avec le travail qu'il était sur le point de perdre. Mais j'avais un plan plus grand. Il ne suffisait pas que Christophe apprenne sa leçon. Je voulais aussi qu'Émilie comprenne à qui elle s'était attaquée. Cette femme avait passé des mois à m'insulter, à me mépriser, à me traiter comme si j'étais une vieille femme gênante et sans valeur. Il était temps pour elle d'apprendre quelle était ma vraie valeur. Cet après-midi-là, je me suis habillée de mon plus beau tailleur et j'ai pris un taxi pour la boutique où Émilie travaillait comme vendeuse. C'était un magasin cher dans le centre commercial le plus exclusif de la ville, le genre d'endroit où elle se sentait importante parce qu'elle s'occupait de femmes riches. Ce qu'Émilie ne savait pas, c'est que j'étais plus riche que la plupart de ses clientes. Je suis entrée dans le magasin comme n'importe quelle autre cliente et j'ai commencé à regarder les vêtements. Émilie aidait une autre femme. Mais quand elle m'a vue, son visage a complètement changé. « Qu'est-ce que vous faites ici » a-t-elle demandé d'une voix hostile. « Je suis venue acheter des vêtements » ai-je répondu calmement. « N'est-ce pas votre travail d'aider les clients » L'autre cliente nous a regardés, confuse par le ton agressif d'Émilie. « Connaissez-vous cette dame » a-t-elle demandé. « C'est ma belle-mère » a répondu Émilie avec mépris. « Une qui ne connaît pas sa place. »« Oh » ai-je dit en souriant. « Si, J. connais ma place. » Ma place est celle d'une femme avec de l'argent qui veut le dépenser. Allez-vous m'aider ou dois-je parler à votre responsable? Émilie est devenue rouge de rage, mais elle ne pouvait pas faire de scène devant les autres clients. Que voulez-vous? A-t-elle demandé entre ses dents. Je veux voir cette robe dans la vitrine, ai-je dit, en montrant la plus chère du magasin. Celle à 6 000 euros? Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. 6,000 euros? Êtes-vous sourde? Oui, 6 000. Pensez-vous que je ne peux pas me le permettre? Émilie est allée chercher la robe en marmonnant des insultes à voix basse. Quand elle est revenue, elle me l'a montrée avec un air agacé. La voici, a-t-elle dit. Mais je doute que vous puissiez vous la permettre. J'ai sorti ma carte de crédit Platinum et je la lui ai tendue. Encaissez, ai-je dit. Et pendant que vous traitez le paiement, je veux que vous sachiez quelque chose. Émilie a pris la carte et s'est dirigée vers la caisse. Quand elle a passé la carte, le système a non seulement approuvé l'achat, mais a également affiché une limite de crédit qu'il a laissée sans voix. Carmen? A-t-elle commencé à dire. Comment une vieille femme pauvre comme moi peut-elle avoir une carte comme celle-ci? J'ai terminé sa phrase. Très facilement, Émilie. Il s'avère que je ne suis pas pauvre. Je ne l'ai jamais été. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'écran de mon application bancaire. Émilie a regardé les chiffres et est devenue pâle. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Vous voyez ce nombre? Ai-je demandé en montrant mon solde bancaire. Ce n'est qu'un de mes comptes. J'ai des propriétés à Genève, des actions dans plusieurs sociétés, et plus d'argent que vous n'en gagnerez jamais dans toute votre vie en travaillant dans ce magasin. Émilie m'a rendu la carte avec des mains tremblantes. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Parce que je voulais que Christophe me valorise pour qui je suis, pas pour ce que j'ai, ai-je répondu. Mais vous m'avez tous les deux montré que pour vous, je ne vaux rien.
Alors, j'ai décidé de vous montrer ce que vous allez vraiment perdre. J'ai pris mon sac avec la robe et je me suis dirigée vers la sortie. Mais avant de partir, je me suis retournée vers Émilie. Oh, et une dernière chose. Christophe va perdre son travail la semaine prochaine, et la maison où vous vivez n'est plus à vous. Alors, j'espère que vous avez des économies, parce que vous allez en avoir besoin. J'ai quitté le magasin, laissant Émilie paralysée derrière le comptoir. Cette nuit-là, Émilie est rentrée chez elle, tremblante de rage et de confusion. Christophe était dans le salon, buvant une bière et regardant la télévision, essayant d'oublier la journée horrible qu'il avait passée au travail. « Christophe » a crié Émilie depuis l'entrée. « Ta mère était à mon travail aujourd'hui. » Christophe a éteint la télévision et s'est tourné pour lui faire face. « Quoi? Pourquoi? » « Pour m'humilier » a répondu Émilie en jetant son sac à main par terre. Elle a acheté une robe à 6 000 € juste pour me prouver qu'elle a de l'argent. Christophe affronts les sourcils. 6,000 €, Emily? Ma mère est une secrétaire à la retraite. Elle n'a pas 6 000 € à dépenser pour une robe. C'est ce que nous pensions, a crié Émilie. Mais elle m'a montré son compte en banque. Christophe, elle a des millions. Des millions? Christophe est resté silencieux, digérant ce qu'il venait d'entendre. C'est impossible, a-t-il murmuré. Je connais la situation financière de ma mère. Elle a toujours été une femme de classe moyenne. Elle vous a menti, Émilie a commencé à faire les 100 pas. Pendant des années, elle vous a fait croire qu'elle était pauvre pour vous manipuler. C'est une sociopathe. Mais Christophe se souvenait de choses qu'il n'avait jamais remises en question auparavant. Sa mère avait toujours eu la somme exacte d'argent pour ses urgences. Quand il a eu l'appendicite à l'université, elle est apparue avec l'argent pour l'opération privée. Quand il a voulu acheter sa voiture, elle avait l'argent pour la compte. Quand il a eu besoin d'un costume pour sa remise de diplôme, elle le lui a offert sans problème. « Émilie » a-t-il dit lentement. « Je ne pense pas que ma mère nous ait jamais menti sur son argent. Nous n'avons tout simplement jamais demandé. »« Qu'est-ce que tu veux dire? Nous n'avons jamais demandé. » Émilie l'a regardé comme s'il était fou. « Christophe, tu as vécu avec cette femme toute ta vie. »« Exactement, » a répondu Christophe. « J'ai vécu avec elle toute ma vie, et je ne me suis jamais vraiment intéressé à la connaître. Je ne lui ai jamais posé de questions sur sa famille, sur son passé, sur ses finances. J'ai juste supposé qu'elle existait pour me servir. » Cette révélation les a frappés tous les deux comme un seau d'eau froide. Émilie a réalisé qu'elle avait épousé un homme qui ne connaissait pas vraiment sa propre mère, et Christophe a réalisé qu'il avait méprisé une femme qui avait gardé d'importants secrets pendant des décennies. Le lendemain, une lettre recommandée est arrivée chez eux. C'était un avis formel que la propriété avait été transférée à mon nom et qu'ils avaient 30 jours pour quitter les lieux ou commencer à payer un loyer mensuel de 3 000 €. Émilie a lu la lettre les mains tremblantes. « Ce n'est pas possible que ce soit légal, a-t-elle murmuré. Mais ça l'était. Les documents montraient clairement que j'avais été la véritable propriétaire de la maison depuis le début, ayant payé la compte et co-signé l'hypothèque. Christophe avait effectué des paiements symboliques qui ne couvraient même pas les intérêts. Comme si cela ne suffisait. Pas, le même jour, Émilie a découvert qu'elle était enceinte. Les nausées qu'elle ressentait n'étaient pas dues au stress, comme elle l'avait pensé. Un test de grossesse à domicile a confirmé ses soupçons. Assise sur le sol de la salle de bain, le test à la main, Émilie a fait face à la sombre réalité de sa situation. Elle était enceinte. Son mari était sur le point de perdre son travail. Ils étaient sur le point de perdre leur maison. Et la vie confortable de la classe moyenne supérieure qu'elle avait imaginée s'effondrait sous ses yeux. Quand Christophe est rentré ce soir-là, Émilie lui a annoncé la nouvelle de sa grossesse. « Je suis enceinte » a-t-elle dit, la voix plate. Christophe, qui avait passé la journée à mettre à jour son CV et à contacter des relations pour trouver un emploi, a levé les yeux avec un mélange de choc et de désespoir. « Enceinte? Maintenant? » Tu es sûr? Emily a hoche la tête. Louis tenait le test. Qu'est-ce qu'on va faire, Christophe? On est sur le point de tout perdre. Pour la première fois, Christophe a regardé attentivement la vie qu'ils avaient construite, ou plutôt la vie que sa mère avait silencieusement construite pour eux. C'était un château de cartes qui s'effondrait maintenant. On doit parler à ma mère, a-t-il finalement dit. On doit arranger les choses. Arranger les choses? A répété Émilie. Après ce qu'elle nous a fait. Après ce que nous lui avons fait, a corrigé Christophe. Nous devons l'admettre, Émilie. Nous l'avons terriblement traitée. Je l'ai terriblement traitée, et maintenant nous en payons le prix. Émilie ne pouvait pas l'accepter. Dans son esprit, j'étais toujours la méchante qui avait détruit son mariage parfait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son mariage n'avait jamais été parfait. C'était une illusion construite sur mes sacrifices silencieux. Je ne supplierai pas cette femme pour quoi que ce soit, a déclaré Émilie. Je préférerais retourner vivre chez mes parents. Je ne veux pas que tu retournes chez tes parents, a dit Christophe doucement. Mais je vais essayer d'arranger les choses avec ma mère. Elle mérite mieux que ce que je lui ai donné. Cette nuit-là,
Émilie a pris une décision qui allait tout changer. Si elle ne pouvait pas convaincre Christophe de reconquérir sa mère, alors elle me ferait payer publiquement pour ce que je leur avais fait. Elle a ouvert son compte sur les réseaux sociaux et a commencé à écrire une publication qui deviendrait virale pour toutes les mauvaises raisons. Émilie a écrit une publication pleine de mensonges et de manipulations. Ma belle-mère psychopathe nous a mis à la porte de notre maison après avoir gâché notre mariage, commençait le message. Pendant des années, elle a fait semblant d'être pauvre pour manipuler mon mari. Mais en réalité, c'est une millionnaire. Maintenant que nous sommes mariés, elle a décidé de détruire nos vies par jalousie. Mon mari a perdu son travail à cause d'elle, et maintenant nous n'avons nulle part où vivre. Cette femme malade ne peut pas accepter que son fils n'ait plus besoin d'elle. Le message était accompagné de photos d'Émilie en larmes et de leur maison saccagée après la crise de colère qu'elle avait piquée. En quelques heures, la publication avait des milliers de partages et de commentaires. Les gens étaient indignés par la méchante belle-mère qui avait abandonné son fils après son mariage. Émilie s'était présentée comme la victime parfaite, une belle jeune mariée détruite par une femme plus âgée, jalouse et vengeresse. Les commentaires étaient remplis d'insultes à mon égard et de mots de soutien pour Émilie. Quelle horrible belle-mère, a écrit une personne. Elle devrait avoir honte de traiter son propre fils comme ça. Un autre a commenté, ce pauvre jeune couple ne mérite pas ce genre de traitement. Honte à cette vieille femme. Émilie lisait chaque commentaire avec satisfaction, se sentant justifiée par le soutien d'étrangers sur Internet. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, faire de moi la méchante publique de son histoire. Mais Émilie a commis une erreur fatale dans sa soif de vengeance. Elle avait tagué mon nom complet dans la publication, pensant que j'aurais honte de voir toutes les insultes dirigées contre moi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en taguant mon nom, elle avait permis à plusieurs personnes qui me connaissaient réellement de voir la publication. La première à me contacter fut une ancienne collègue. Hélène, a-t-elle écrit dans un message privé. As-tu vu ce que ta belle-fille dit sur les réseaux sociaux? Elle ment complètement sur toi. J'ai ouvert les réseaux sociaux pour la première fois depuis des semaines et j'ai lu la publication d'Émilie. Chaque mot était une distorsion de la réalité. Chaque accusation était une inversion des faits. J'étais assise dans ma suite d'hôtel, lisant les centaines de commentaires de personnes m'insultant sans connaître la vérité. Belle-mère toxique, femme amère, psychopathe, abusive. Chaque mot était comme une gifle, mais curieusement, il ne faisait pas aussi mal que je le pensais. Après tout ce que j'avais traversé avec Christophe et Émilie, les insultes d'étrangers semblaient insignifiantes. Mais ce qui me dérangeait, c'est qu'Émilie avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, faire de moi le monstre de son histoire. Elle avait pris ma douleur, ma déception, ma décision de me protéger, et l'avait transformée en un récit où elle était la victime innocente et moi la méchante cruelle. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de raconter ma propre version de l'histoire. Ce soir-là, j'ai ouvert mon propre compte sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à écrire. Pas une publication pleine de rage ou de vengeance, mais un récit calme et honnête de ce qui s'était réellement passé. Je m'appelle Hélène Dubois et je suis la belle-mère psychopathe dont vous parlez, ai-je commencé. Je veux vous dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé. J'ai écrit sur l'adoption de Christophe, sur les années de sacrifice, sur la façon dont j'avais cumulé plusieurs emplois pour lui donner la meilleure éducation. J'ai expliqué comment j'avais discrètement payé ses dépenses pendant des années, de sa maison à ses cartes de crédit, de son travail à ses urgences médicales. J'ai décrit les humiliations constantes d'Émilie, le mépris grandissant de Christophe et enfin l'exclusion de son mariage. Je ne les ai pas mis à la porte, ai-je écrit. Je leur fais payer un loyer pour une maison que j'ai achetée et payée. Je n'ai pas fait perdre son travail à Christophe. J'ai simplement cessé de couvrir ses mauvaises performances. Je n'ai pas fait semblant d'être pauvre pour les manipuler. J'ai gardé ma vie privée parce que je voulais qu'ils me valorisent pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Mais la partie la plus puissante de ma publication a été lorsque j'ai partagé les enregistrements. Au cours des derniers mois, j'avais commencé à enregistrer les conversations avec Émilie et Christophe, non par méchanceté, mais pour me protéger. Quand quelqu'un vous ment constamment sur ce que vous avez dit ou fait, les enregistrements deviennent votre seule défense. J'avais enregistré Émilie m'insultant. J'avais enregistré Christophe me disant que je ne correspondais pas à leur image. J'avais enregistré l'appel téléphonique où Émilie m'a crié que j'étais un fardeau. J'ai téléchargé des extraits de ces enregistrements avec ma publication. La réaction a été immédiate et explosive. En quelques minutes, les commentaires ont commencé à changer. « Oh mon Dieu, cette belle fille est horrible », a écrit quelqu'un. « Comment un fils peut-il traiter sa mère comme ça ?» Un autre a commenté « Cette dame est une sainte d'avoir supporté autant ». Un troisième a dit « Mais je n'avais pas fini ». Au cours des jours suivants, j'ai posté plus de preuves. Des photos de reçus pour tout ce que j'avais payé pour Christophe au fil des ans, des copies de relevés bancaires montrant les transferts d'argent constants, des documents prouvant que j'avais été celle qui avait co-signé tous ces prêts, des captures d'écran de messages où Émilie m'insultait et me traitait avec mépris. À chaque publication, le récit changeait davantage. Les gens ont commencé à partager mes publications avec des commentaires comme «
voilà ce qui arrive quand on ne valorise pas sa mère. Et quelles leçons importantes sur les conséquences de nos actes. Mais la publication qui a vraiment tout changé a été celle où j'ai raconté toute l'histoire de l'adoption de Christophe. Il y a 28 ans, ai-je écrit, j'ai adopté un garçon de 3 ans qui avait été abandonné par sa mère biologique. C'était un enfant triste et effrayé qui avait besoin d'amour. Je lui ai donné cet amour inconditionnellement pendant des décennies. Mais l'amour inconditionnel ne signifie pas qu'on doit se laisser traiter sans respect. Parfois, la leçon la plus importante que l'on puisse enseigner à quelqu'un, c'est que les actions ont des conséquences. Cette publication est devenue virale à elle seule. Des milliers de personnes l'ont partagée, commentée, sauvegardée. Des mères du monde entier se sont identifiées à mon histoire. Des enfants adultes ont commencé à réfléchir à la façon dont ils traitaient leur propre mère. La conversation avait complètement changé. Emily a vu son récit s'effondrer en temps réel. Les commentaires sur sa publication originale étaient maintenant remplis de personnes la critiquant pour avoir menti et manipulé l'histoire. Comment avez-vous pu mentir comme ça sur une femme qui a tout sacrifié pour vous? Ont-ils écrit? Vous devriez avoir honte. D'autres lui ont dit, désespéré. Emily a fait une diffusion en direct pour se défendre de mes attaques, mais c'était la pire erreur qu'elle aurait pu faire. Emily a commencé sa diffusion en direct les larmes aux yeux et la voix tremblante. Bonjour à tous, a-t-elle dit. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vu les publications de ma belle-mère, et je veux clarifier les choses. Cette femme ment surtout. Il n'y avait qu'une 50aine de personnes qui regardaient au début, mais le nombre a commencé à augmenter rapidement à mesure que les gens partageaient le lien. Hélène n'est pas la victime qu'elle prétend être, a poursuivi Emily. C'est une femme manipulatrice et contrôlante qui a ruiné notre mariage parce qu'elle ne peut pas accepter que Christophe n'ait plus besoin d'elle. Les commentaires en direct ont commencé à affluer, mais ils n'étaient pas ce à quoi Emily s'attendait. Où sont les preuves de ce que vous dites? A écrit quelqu'un. Les enregistrements d'Hélène semblent très clairs. Un autre a commenté. Pourquoi ne montrez-vous pas de preuves comme elle l'a fait? Emily est devenue nerveuse en voyant que les commentaires ne la soutenaient pas comme elle l'avait espéré. Elle a manipulé ces enregistrements, a crié Emily. Elle les a montés pour me faire passer pour une mauvaise personne. Mais pendant qu'elle disait cela, je regardais sa diffusion depuis ma suite d'hôtel et j'ai décidé qu'il était temps de faire mon apparition. J'ai commencé ma propre diffusion en direct et j'ai écrit dans les commentaires d'Emily, « Bonjour, Emily. C'est Hélène. Ça te dérange si je me joins à la conversation ?» Les commentaires ont explosé. Elle est là. Ça va être intéressant. On va enfin entendre les deux versions. Emily est devenue pâle en voyant mon commentaire. Non, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je ne vais pas lui donner une plateforme pour continuer à mentir sur moi. Mais les commentaires exigeaient maintenant que je sois autorisée à parler. Lâche, ont-ils écrit. Si tu dis la vérité, tu ne devrais pas avoir peur. Laisse-la parler. Très bien, a finalement dit Emily. Qu'elle se joigne. Comme ça, tout le monde pourra voir quel genre de personne elle est vraiment. J'ai accepté son invitation et je suis apparue à l'écran à côté d'elle. Le contraste était saisissant. J'étais calme, bien habillée, dans une suite élégante, tandis qu'Emily avait l'air débraillée et désespérée dans une maison en désordre. Bonjour, Emily, ai-je dit d'une voix sereine. Merci de me permettre de clarifier les choses. Allez-y, a-t-elle répondu hostilement. Mentez autant que vous voulez. Les gens connaissent déjà la vérité sur vous. La vérité, ai-je dit, c'est que vous m'insultez depuis des mois, et j'ai les enregistrements pour le prouver. Voudriez-vous que je les joue ici en direct pour que tout le monde les entende? Emily est devenue rouge. Ces enregistrements sont illégaux. Non, ai-je répondu calmement. Dans ce pays, il est légal d'enregistrer des conversations lorsque vous en faites partie, surtout lorsque vous vous sentez harcelé ou menacé. Les commentaires étaient remplis de personnes me demandant de jouer les enregistrements. Jouez-les. On veut entendre. La vérité éclate. J'ai joué l'audio où Emily me criait que j'étais un fardeau pour Christophe, où elle me disait que je n'avais aucune dignité, où elle m'insultait pour m'être présentée à son mariage. L'audio était clair et dévastateur. La voix d'Emily, remplie de haine et de mépris, disant des choses qu'aucune belle-fille ne devrait jamais dire à la mère de son mari. Quand l'enregistrement s'est terminé, Emily pleurait. C'était hors contexte, a-t-elle murmuré. Hors contexte? Ai-je demandé. Dans quel contexte est-il acceptable de dire à une femme de 71 ans qu'elle est un fardeau et n'a aucune dignité? Vous nous avez provoqués, a crié Emily. Vous vous mêliez toujours de notre mariage. Emily, ai-je dit, en gardant mon calme. Pouvez-vous me donner un exemple précis de la façon dont je me suis mêlée de votre mariage? Emily a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas donner d'exemple parce qu'il n'y en avait pas. Les seules fois où j'ai interagi avec vous, ai-je poursuivi, c'est quand Christophe m'a demandé de l'aide pour quelque chose ou quand vous m'avez invité à dîner. Je ne me suis jamais présentée à l'improviste. Je n'ai jamais donné de conseils non sollicités. Je n'ai jamais critiqué votre relation. Ma seule erreur a été d'exister. Les commentaires étaient maintenant complètement de mon côté.
Emily a l'air d'une menteuse, a écrit quelqu'un. Cette dame est si digne. Un autre a commenté. Comment ont-ils pu traiter leur mère comme ça? Le nombre de spectateurs avait atteint plus de 10 000 personnes. Mais vous nous avez fait chanter, a dit Emily désespérément. Vous nous avez enlevé notre maison et le travail de Christophe pour nous forcer à nous excuser. Emily, ai-je répondu, je ne vous ai rien enlevé. J'ai simplement cessé de payer pour vous. La maison était à moi depuis le début. Le travail de Christophe était assuré grâce à mon influence. Les cartes de crédit étaient payées par moi. Vous n'avez jamais rien eu à vous. J'ai sorti les documents et je les ai montrés à la caméra. Voici les actes de propriété originaux de la maison, ai-je dit. Comme vous pouvez le voir, elle a toujours été à mon nom. Voici les relevés bancaires montrant que je paie l'hypothèque depuis 5 ans. Voici les reçus de toutes les cartes de crédit que j'ai payées pour Christophe. Emily n'avait plus d'arguments. Mais nous étions une famille, a-t-elle dit d'une voix brisée. Famille? Ai-je répété. Les familles s'invitent au mariage, Emily. Les familles se traitent avec respect. Vous m'avez montré que pour vous, je n'étais pas de la famille. J'étais une employée non rémunérée. Christophe, ai-je dit, en m'adressant à la caméra parce que je savais qu'il regarderait. Pendant 28 ans, j'ai été ta mère. J'ai changé tes couches quand tu étais bébé. Je t'ai emmené chez le médecin. Quand tu étais malade. J'ai fait des heures supplémentaires pour payer tes études. Je t'ai défendu quand tu avais des ennuis. Mais quand le moment est venu pour toi de me défendre, tu as choisi de m'humilier. Ce choix a des conséquences. Emily a essayé d'interrompre, mais je l'ai coupé. Je n'ai pas fini, lui ai-je dit. Emily, vous avez choisi de me voir comme une menace au lieu d'une alliée. Vous avez choisi de m'insulter au lieu de me respecter. Vous avez choisi de mentir sur moi sur les réseaux sociaux au lieu d'accepter la responsabilité de vos actes. Maintenant, vous allez vivre avec les conséquences de ces choix. Les commentaires explosaient de soutien pour moi. Quelle femme forte. Emily devrait avoir honte. Justice poétique. Le nombre de spectateurs avait atteint 15 000 et continuait de croître. Savez-vous quelle est la partie la plus triste de tout cela? Ai-je demandé à Emily. C'est que je voulais vraiment vous aimer. Quand Christophe m'a dit qu'il avait une petite amie, j'étais ravie. Je pensais que j'allais enfin avoir une fille. J'ai préparé des dîners spéciaux pour vous. Je vous ai acheté des cadeaux. J'ai essayé de vous inclure dans toutes nos traditions familiales. Mais vous avez choisi de me voir comme votre ennemi dès le premier jour. Emily pleurait ouvertement maintenant. Je ne savais pas. Bien sûr que vous saviez, ai-je répondu. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Et maintenant, tout le monde le sait aussi. J'ai mis fin à la diffusion, laissant Emily pleurer seule à l'écran. En quelques minutes, des extraits de notre conversation circulaient sur tous les réseaux sociaux. Je l'avais publiquement détruite, non pas avec des mensonges ou de la manipulation, mais simplement en disant la vérité. La diffusion en direct est devenue virale en quelques heures. Les extraits les plus choquants ont été partagés des millions de fois avec des titres comme Une belle-mère détruit sa belle-fille menteuse avec des faits et la vengeance la plus élégante de l'histoire. Emily avait été complètement démasquée comme une menteuse manipulatrice, tandis que j'étais apparue comme une femme digne qui s'était simplement défendue avec la vérité. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentes ciidasus. Les conséquences pour Emily et Christophe furent immédiates et dévastatrices. La boutique où travaillait Emily l'a licenciée le lendemain. Nous ne pouvons pas avoir d'employés qui génèrent ce genre de controverse, a expliqué son responsable en lui tendant sa lettre de licenciement. Notre clientèle est composée de dames élégantes qui vous voient maintenant comme une personne conflictuelle. Emily a essayé d'expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu, mais il était trop tard. La vidéo d'elle m'insultant avait été vue par des millions de personnes, y compris les riches clientes du magasin. Christophe, de son côté, est arrivé au travail pour trouver une lettre de licenciement sur son bureau. Monsieur Girard lui avait accordé un sursis de 2 semaines, mais après l'exposition publique, il ne pouvait pas le garder, même par respect pour moi. Christophe, lui a dit Monsieur Girard lors de leur rencontre dans son bureau. Après ce qui s'est passé hier soir, plusieurs clients ont appelé pour dire qu'ils ne voulaient pas travailler avec quelqu'un qui traite sa mère de cette façon. Je suis désolé, mais votre emploi ici se termine aujourd'hui. Mais les réseaux sociaux n'en avaient pas fini avec eux. Les utilisateurs ont commencé à enquêter davantage sur leur vie, découvrant des incohérences dans les histoires qu'Emily avait racontées. Quelqu'un a trouvé d'anciennes publications où Emily se vantait des cadeaux coûteux que Christophe lui offrait, des cadeaux qu'il savait maintenant que j'avais payés. D'autres ont découvert que le couple menait un style de vie bien au-delà de leurs moyens réels. Le hashtag Team Hélène est devenu une tendance mondiale. Des femmes de tous âges ont partagé leurs propres histoires d'enfants ingrats ou de belles-filles problématiques. Des mères qui avaient été exclues des mariages, des belles-mères qui avaient été traitées avec mépris, des femmes qui avaient tout sacrifié pour leur famille pour être abandonnées lorsqu'elles n'étaient plus utiles. Mon histoire avait touché une corde très sensible chez des millions de personnes. Pendant ce temps, j'étais dans ma suite d'hôtel, observant tout se dérouler avec un mélange de satisfaction et de tristesse.
J'avais obtenu justice. J'avais lavé mon nom. J'avais fait valoir mon point de vue. Mais j'avais aussi perdu mon fils pour toujours. La relation entre Christophe et moi était brisée d'une manière qui ne pourrait probablement jamais être réparée. Samuel est venu me rendre visite cet après-midi-là avec d'autres documents juridiques. Hélène, a-t-il dit, Christophe et Émilie ont essayé de me contacter. Ils veulent négocier. Négocier quoi? Ai-je demandé. Ils veulent que vous leur rendiez la maison et que vous abandonniez les poursuites judiciaires que vous avez engagées contre eux pour diffamation. En retour, ils promettent de s'excuser publiquement et de rester hors de votre vie pour toujours. J'ai ri amèrement. Ils veulent négocier maintenant, après m'avoir traité de psychopathe et de menteuse devant des millions de personnes. Ils sont désespérés, a expliqué Samuel. Ils n'ont pas de travail, pas de maison, pas d'argent. Émilie reçoit des menaces de mort sur les réseaux sociaux et Christophe fait des crises de panique. Des crises de panique? Ai-je demandé, ressentant une pointe d'inquiétude malgré tout. Oui, a confirmé Samuel. Apparemment, il ne peut pas quitter la maison sans que les gens le reconnaissent et le confrontent sur la façon dont il vous a traité. Hier, une dame âgée l'a giflé au supermarché en criant qu'il était une honte en tant que fils. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Après tout, Christophe était toujours le garçon que j'avais élevé, celui que j'avais réconforté pendant les cauchemars et dont j'avais célébré les premiers pas. Mais ensuite, je me suis souvenu de son visage dégoûté quand il m'a chassé de son mariage, et la compassion a disparu. Les conséquences de leurs actes, ai-je murmuré. Ils ont choisi cette voie. Que voulez-vous que je leur dise? A demandé Samuel. Dites-leur que la maison est à moi et le restera. S'ils veulent continuer à y vivre, ils peuvent payer le loyer complet de 3 000 € par mois. S'ils ne peuvent pas se le permettre, ils doivent déménager. Quant aux poursuites pour diffamation, elles se poursuivront jusqu'à ce que je reçoive des excuses publiques complètes et une compensation pour le préjudice causé à ma réputation. Samuel est parti, et je suis resté seul avec mes pensées. La vérité était que je n'avais plus besoin de l'argent du loyer ou de la compensation légale. J'avais plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. Mais j'avais besoin que Christophe et Émilie comprennent que les actions ont un prix, que l'on ne peut pas traiter les gens comme des ordures et s'attendre à aucune conséquence. Ce soir-là, Christophe a finalement réussi à me joindre. Il avait obtenu le numéro de mon hôtel et avait appelé à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'accepte de répondre. « Maman » a-t-il dit d'une voix brisée. « S'il te plaît, il faut qu'on parle. »« Nous avons déjà parlé » ai-je répondu. « À la porte du lieu de réception du mariage, tu m'as dit que je ne correspondais pas à votre image. »« Maman, s'il te plaît » a-t-il supplié. J'étais confuse. Émilie m'avait rempli la tête d'idées folles. Christophe, les jeux interrompus. Émilie ne t'a pas mis un pistolet sur la tempe pour te faire me chasser de ton mariage. Cette décision était la tienne. Émilie ne t'a pas forcé à me traiter avec mépris pendant des mois. C'était tes décisions. Mais je ne savais pas que tu avais de l'argent, a-t-il dit désespérément. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais traité comme. C.A. Ces mots ont été comme un coup de poignard dans le cœur. Tu entends ce que tu dis, Christophe? Tu me dis que tu m'aurais mieux traité si tu avais su que j'avais de l'argent? Et me traiter bien parce que je suis ta mère? Et me respecter parce que j'ai sacrifié ma vie pour toi? Christophe est resté silencieux, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait révélé. Je ne voulais pas dire ça, a-t-il balbutié. Si, tu le voulais, ai-je répondu. Et c'est exactement pourquoi notre relation est terminée. Parce que pour toi, ma valeur en tant que personne était déterminée par ce que je pouvais faire pour toi, pas par qui je suis. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? A-t-il demandé en pleurant. Rien, ai-je répondu tristement. Il n'y a rien que tu puisses faire, Christophe. Parce que le pardon est accordé aux personnes qui font des erreurs, pas à celles qui révèlent leur vrai caractère. Tu m'as montré qui tu es vraiment quand tu pensais pouvoir me mépriser en toute sécurité. Maintenant, tu dois vivre avec le fait d'être cette personne. J'ai raccroché le téléphone, et pour la première fois depuis le début de toute cette situation, j'ai pleuré. Non pas pour la perte d'argent ou de la maison ou du statut, mais pour la perte du fils que je pensais avoir élevé, qui n'avait jamais vraiment existé. Le lendemain, Émilie apprit qu'elle était bien enceinte. Le médecin confirma ce que le test à domicile avait suggéré. Elle en était à 6 semaines. De retour à leur maison, qui ne serait bientôt plus la leur, Émilie affronta Christophe avec la nouvelle. « C'est confirmé, dit-elle, la voix neutre. Je suis enceinte. » Christophe, qui avait passé la nuit sur le canapé après une autre dispute, leva les yeux rougis. « Qu'est-ce qu'on va faire? »« Je ne sais pas, » répondit Émilie. « Tout s'effondre. Nous n'avons pas de travail, pas de maison, et maintenant nous allons avoir un bébé. » La prise de conscience de leur situation s'imposait enfin. La vie glamour qu'Émilie avait imaginée, le mari ingénieur à succès, la belle maison, le statut social, tout n'était qu'une illusion bâtie sur mon soutien silencieux. « Nous devons recommencer à zéro, » dit Christophe. « Trouver de nouveaux emplois,
Un petit appartement que nous pouvons réellement nous permettre. Reconstruire nos vies. Émilie le regarda avec incrédulité. Recommencer à zéro, Christophe? Je suis enceinte. Je ne peux pas recommencer à zéro en vivant dans un minuscule appartement. Et mon style de vie? Et nos projets? Nos projets n'ont jamais été réels, répondit Christophe, une nouvelle fermeté dans la voix. Ils étaient basés sur l'argent de ma mère, pas sur nos propres capacités. Nous devons faire face à la réalité. Émilie ne pouvait pas l'accepter. L'idée de revoir son style de vie à la baisse, d'abandonner le statut social qu'elle avait tant travaillé à obtenir, était insupportable. Je ne vais pas vivre dans la misère juste parce que ta mère a décidé de nous punir, déclara-t-elle. Il doit y avoir un autre moyen. Quel moyen, Émilie? Nous avons perdu nos emplois. Nous sommes sur le point de perdre notre maison. Nous n'avons aucune économie. Toutes nos cartes de crédit sont au maximum. C'est notre réalité maintenant. Émilie resta silencieuse un long moment, sa main se posant inconsciemment sur son ventre. Puis elle regarda Christophe avec une froide détermination. « Je ne garde pas ce bébé, dit-elle. Christophe la fixa, choke. Quoi? Émilie, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse, répondit-elle. Je ne vais pas mettre un enfant au monde dans ce pétrin. Je ne vais pas être une mère célibataire en difficulté vivant dans un appartement bon marché. Mère célibataire? De quoi parles-tu? Je suis là. Pour combien de temps, Christophe? Tu parles déjà de retourner en rampant vers ta mère. Tu es prêt à jeter tout ce que nous avons construit ensemble. Nous n'avons rien construit, Émilie. C'est ma mère qui l'a fait. Et je ne retourne pas en rampant vers elle. J'essaie d'arranger les choses avec la femme qui m'a élevée. Qui m'a tout donné, et que j'ai traité comme une ordure. L'expression d'Amélie assi Durset. Alors fais ton choix. C'est elle ou moi. Christophe la regarda longuement, la voyant clairement peut-être pour la première fois. La femme qu'il pensait aimer révélait sa vraie nature. Égoïste, matérialiste, cruelle. Ce n'est pas un choix juste, dit-il finalement. La vie n'est pas juste, répondit Émilie. Demande à ta mère. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Chargée de toute la cruauté et du mépris qu'Émilie m'avait montré, de toute la douleur qu'elle avait causée, de tous les mensonges qu'elle avait racontés. Je vais rester chez mes parents pendant un moment, annonça Émilie. J'ai besoin de réfléchir à ce que je vais faire. Émilie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Il n'y a plus d'ensemble, Christophe. Ta mère s'en est assurée. Elle fit un petit sac et partit sans se retourner, laissant Christophe seul dans la maison qui ne serait bientôt plus la sienne. Le lendemain, Émilie ne revint pas. À la place, Christophe reçut un SMS. J'ai décidé d'interrompre la grossesse. N'essaie pas de me contacter. C'est fini. Christophe s'assit sur le sol du salon, le téléphone tombant de ses doigts engourdis, et pleura. Il avait tout perdu. Son travail, sa maison, sa femme, son enfant à naître, et le plus douloureux de tout, il avait perdu sa mère. Pas à cause d'Émilie, pas à cause de l'argent, mais à cause de ses propres actions. Pour la première fois de sa vie, Christophe Dubois comprit vraiment le sens des conséquences. Au cours des semaines suivantes, la vie de Christophe changea radicalement. Il quitta la maison avant la date d'expulsion, trouvant un petit studio dans un quartier beaucoup moins prestigieux. Il postula à des dizaines d'emplois, faisant face à rejet après rejet, car son nom et son visage étaient désormais associés au scandale viral. Finalement, il trouva du travail comme technicien dans un petit bureau d'études, une rétrogradation significative par rapport à son poste précédent, avec un salaire inférieur de plus de moitié. Mais c'était un travail honnête, et pour une fois dans sa vie, il l'avait entièrement gagné par lui-même. Sa relation avec Émilie était terminée. Elle avait demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables, et avait clairement fait savoir par l'intermédiaire de son avocat qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Elle avait interrompu sa grossesse et était retournée à Neuilly pour vivre avec ses parents. Ses rêves d'ascension sociale étaient temporairement en suspens. Dans son petit appartement avec ses meubles d'occasion et ses murs nus, Christophe commença le lent processus de reconstruction de sa vie. Chaque soir après le travail, il s'asseyait à sa petite table de cuisine et écrivait dans un journal, non seulement sur sa journée, mais sur son passé, ses choix, ses regrets. Il écrivit sur son enfance avec moi, se remémorant des moments de gentillesse et de sacrifice qu'il avait tenus pour acquis. Il écrivit sur ses années d'études, comment j'avais toujours trouvé de l'argent pour ses livres et ses fournitures, aussi serrés que notre budget puisse paraître. Il écrivit sur son premier emploi, à quel point j'avais été fier à sa remise de diplôme, sans jamais laisser entendre que j'avais orchestré son opportunité. Le plus douloureusement, il écrivit sur le mariage, comment il avait permis à Émilie de m'exclure, comment il m'avait regardé avec mépris quand je m'étais présentée, comment il avait choisi le statut et les apparences plutôt que la femme qui lui avait tout donné. Un mois après avoir emménagé dans son nouvel appartement, Christophe reçut une lettre. Elle venait d'une femme nommée Marie, de Martinique, qui avait été touchée par mon histoire sur les réseaux sociaux. Cher Christophe,
Commençait la lettre. Je ne sais pas si vous lirez ceci, mais je me suis sentie obligée d'écrire. L'histoire de votre mère a Change my vie. Pendant des années, j'ai permis à mon fils et à sa femme de me traiter avec un manque de respect, croyant que c'était le prix à payer pour maintenir la paix dans la famille. Mais votre mère m'a appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. Elle m'a appris à me valoriser, à défendre ma dignité. J'ai maintenant fixé des limites avec mon fils, et pour la première fois depuis des années, je me sens comme une personne plutôt qu'un paillasson. Je ne sais pas si vous et votre mère vous réconcilierez un jour, mais je veux que vous sachiez que son courage a inspiré des femmes comme moi dans le monde entier. Christophe lut la lettre plusieurs fois, les larmes coulant sur son visage. La prise de conscience que son drame familial personnel était devenu une référence pour des millions de femmes aux prises avec des problèmes similaires était accablante. Sa honte n'était plus seulement privée. C'était une leçon publique sur la façon de ne pas traiter les gens qui vous aiment. Ce soir-là, il m'écrivit une lettre, pas un email ou un texto, mais une véritable lettre manuscrite sur papier. « Chère maman, écrivit-il, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je réalise tout ce que j'ai fait de mal. Émilie et moi avons divorcé. Elle n'a jamais pu surmonter l'humiliation publique et a fini par tout me reprocher. Maintenant, je suis seule et je comprends ce que j'ai perdu. Je n'ai pas seulement perdu une mère. J'ai perdu la seule personne qui m'ait vraiment aimée inconditionnellement. Je sais qu'il est trop tard, mais je voulais que tu saches que je regrette chaque mot cruel, chaque moment de mépris, de t'avoir chassé de mon mariage. Je ne te demande pas de me pardonner. Juste que tu saches que je comprends que tu as été la meilleure mère que l'on puisse avoir, et j'ai été trop stupide pour t'apprécier. » Il scella la lettre dans une enveloppe et l'adressa à mon hôtel. Il ne s'attendait pas à une réponse, mais il avait besoin de dire les mots, de reconnaître ses échecs, de prendre la responsabilité de ses actes. Ce que Christophe ne savait pas, c'est que j'avais déjà quitté Paris après que la tempête médiatique se soit calmée. J'avais pris une décision concernant mon avenir. Il était temps d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, loin des souvenirs douloureux du passé. 6 mois après l'incident du mariage, ma vie avait complètement changé. J'avais emménagé dans un magnifique appartement à Genève, près des propriétés dont j'avais hérité de mon père. L'Europe m'a accueilli à bras ouverts, un continent où personne ne connaissait mon histoire virale, où je pouvais me promener dans les rues sans être reconnu, où je pouvais recommencer à 71 ans. Samuel gérait mes affaires juridiques depuis la France. Christophe et Émilie avaient finalement perdu la maison, incapables de payer le loyer de 3 000 €. Ils avaient déménagé dans des logements séparés. Leur mariage était terminé, leurs illusions brisées. Le procès en diffamation avait abouti. Le juge avait statué en ma faveur, ordonnant à Émilie de payer une compensation considérable et de présenter des excuses publiques formelles. Les excuses avaient été brèves et clairement forcées, mais légalement suffisantes. Je présente mes excuses à Hélène Dubois pour les fausses déclarations que j'ai faites à son sujet sur les réseaux sociaux. Il était écrit « Je reconnais que mes affirmations étaient incorrectes et ont causé un préjudice à sa réputation. Je regrette profondément mon comportement. » J'avais fait don de l'argent de la compensation entièrement à des organisations qui aidaient les mères célibataires et les familles adoptives. Je n'avais pas besoin de leur argent, mais ils devaient apprendre que mentir publiquement sur quelqu'un a un coût réel. Pendant ces mois, j'avais reçu des milliers de messages de femmes du monde entier. Des mères qui avaient été inspirées par mon histoire pour fixer des limites avec des enfants abusifs. Das. Belles-mères qui avaient trouvé le courage de tenir tête à des belles-filles irrespectueuses. Des femmes plus âgées qui avaient décidé d'arrêter de vivre pour les autres et de commencer à vivre pour elles-mêmes. L'une des lettres qui m'avait le plus touchée venait d'une femme nommée Marie de Martinique. Madame Hélène, écrivait-elle, votre histoire m'a sauvé la vie. Pendant 15 ans, j'ai avalé le mépris de mon fils et de ma belle-fille, croyant que c'était mon devoir de mère de tout endurer par amour. Après avoir vu votre histoire, j'ai réalisé que l'amour ne signifie pas permettre les abus. Merci de m'avoir appris que les mères méritent aussi le respect. J'avais commencé à écrire un livre sur mon expérience, non pas par vengeance ou pour gagner plus d'argent, mais parce que j'avais réalisé que mon histoire avait touché quelque chose d'universel. Des millions de femmes s'étaient reconnues dans mes expériences, et je pensais que peut-être mon histoire complète pourrait aider d'autres personnes à reconnaître et à échapper aux relations toxiques. Le livre s'appellerait « J'ai pris ma retraite de la maternité » et serait dédié à toutes les femmes qui avaient sacrifié leur identité par amour et qui avaient besoin de se rappeler qu'elles méritent d'être traitées avec dignité. Christophe avait essayé de me contacter plusieurs fois pendant ces mois, des lettres envoyées par l'intermédiaire de Samuel, des messages par des connaissances communes. Il s'était même rendu une fois à Genève pour me chercher. Mais j'étais restée ferme dans ma décision. J'avais fermé cette porte pour toujours. La dernière lettre que j'ai reçue de lui avait été particulièrement douloureuse. « Maman, écrivait-il, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je réalise tout ce que j'ai fait de mal. Émilie et moi avons divorcé. Elle n'a jamais pu surmonter l'humiliation publique et a fini par tout me reprocher. Maintenant, je suis seule et je comprends ce que j'ai perdu. Je n'ai pas seulement perdu une mère.
J'ai perdu la seule personne qui m'ait vraiment aimé inconditionnellement. Je sais qu'il est trop tard, mais je voulais que tu saches que je regrette chaque mot cruel, chaque moment de mépris, de t'avoir chassé de mon mariage. Je ne te demande pas de me pardonner. Juste que tu saches que je comprends que tu as été la meilleure mère que l'on puisse avoir, et j'ai été trop stupide pour t'apprécier. J'ai lu cette lettre plusieurs fois, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse parce qu'il était clair que Christophe avait enfin compris l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Mais aussi soulagement parce que sa compréhension validait mes décisions. Je n'avais pas été cruelle ou vengeresse. J'avais simplement défendu ma dignité et établi des conséquences appropriées pour les abus. Dans ma nouvelle vie à Genève, j'avais trouvé une paix que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. J'avais le temps de lire, de voyager, de me faire de nouveaux amis avec des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais. J'avais commencé à prendre des cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps, car j'étais trop occupée à vivre pour Christophe. J'avais aussi commencé à faire du bénévolat dans une organisation qui aidait les femmes âgées abandonnées par leur famille. Mon histoire leur donnait de l'espoir, leur montrait qu'il était possible de reconstruire une vie après un rejet familial, que l'estime de soi était plus précieuse que le maintien de relations toxiques. Un après-midi, en me promenant dans un parc, j'ai réfléchi à tout le chemin que j'avais parcouru, de l'adoption d'un garçon de 3 ans à la décision de prendre ma retraite de la maternité à 71 ans. Ce fut un voyage long et douloureux, mais aussi libérateur. Je ne regrettais pas d'avoir adopté Christophe. Je lui avais donné de l'amour, une éducation, des opportunités qu'il n'aurait pas eues autrement. Je ne regrettais pas les sacrifices que j'avais faits pendant son enfance et son adolescence, car c'étaient des actes d'amour sincère pour un enfant qui en avait besoin. Mais je ne regrettais pas non plus de m'être éloignée quand il est devenu un adulte qui me traitait avec mépris. J'avais appris une leçon fondamentale. L'amour inconditionnel ne signifie pas accepter des abus inconditionnels. Il y avait une différence entre aimer quelqu'un et lui permettre de vous détruire au nom de cet amour. C'est lors d'un de mes cours de peinture à Genève que l'inattendu s'est produit. Je me concentrais sur la capture de la lumière sur le lac Léman quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Tu as toujours eu l'œil pour la beauté, Hélène. » Je me suis retournée pour trouver Guillaume Moreau debout là, les cheveux maintenant argentés, le visage marqué par les années, mais ses yeux toujours du même bleu chaud que je me souvenais. « Guillaume, ai-je haleté. Qu'est-ce que tu fais à Genève? J'ai pris ma retraite ici il y a 5 ans, a-t-il expliqué. Je t'ai vu dans le parc la semaine dernière, mais je n'étais pas sûre que c'était vraiment toi. Puis j'ai vu l'annonce pour ce cours de peinture et j'ai décidé de tenter ma chance. Nous sommes allés prendre un café après le cours, rattrapant les 3 décennies qui s'étaient écoulées depuis notre dernière rencontre. Guillaume ne s'était jamais marié, se concentrant plutôt sur sa carrière dans la finance internationale. Il avait voyagé dans le monde entier, vécu dans plusieurs pays, et s'était finalement installé à Genève pour sa qualité de vie et sa situation centrale en Europe. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec ton fils, dit-il doucement. C'était dans tous les journaux, même ici. J'ai hoché la tête, pas surprise que mon histoire ait traversé l'Atlantique. C'était une période difficile. Tu as fait le bon choix, a dit Guillaume. Tu as toujours été plus forte que tu n'en avais l'air. » Venant de Guillaume, qui m'avait connue avant Christophe, avant les années de sacrifice et de lutte silencieuse, ces mots signifiaient quelque chose de spécial. Il m'avait vue telle que j'étais, non pas comme une mère, non pas comme une pourvoyeuse, mais comme Hélène, une femme avec ses propres rêves et désirs. Notre café s'est prolongé en dîner, et le dîner a mené à des rencontres régulières. Guillaume est devenu un ami, puis un compagnon, puis quelque chose de plus. À 71 ans, je me suis surprise à éprouver des sentiments que je pensais révolus depuis longtemps. L'excitation, l'anticipation, le frémissement de l'attirance. Guillaume comprenait ma prudence, mon besoin d'indépendance. Il avait toujours respecté ma force. « Je ne te demande pas de redevenir la mère de quelqu'un, m'a-t-il dit un soir au dîner. Je te demande d'être Hélène, d'être toi-même, de partager ta vie avec quelqu'un qui voit ta valeur. » Lentement, prudemment, nous avons construit une relation basée sur le respect mutuel et une affection sincère. Guillaume est devenu une partie de ma nouvelle vie à Genève, m'accompagnant à mes cours de peinture, aux organisations où je faisais du bénévolat, soutenant mon travail sur le livre. 1 an après mon déménagement à Genève, j'ai reçu un colis de Paris. Il venait de Samuel et contenait le jugement de divorce définitif entre Christophe et Émilie, ainsi qu'une note manuscrite de Christophe. « Chère maman, lisait-on. Je ne sais pas si tu liras jamais ceci, mais je voulais te donner des nouvelles de ma vie. Je vois un thérapeute depuis 6 mois, essayant de comprendre comment j'ai pu te traiter si terriblement. Le thérapeute m'a aidé à voir que j'avais développé un sentiment malsain de dû, que j'en étais venu à considérer tes sacrifices comme mon droit plutôt que comme des dons d'amour. Je travaille maintenant dans un petit bureau d'études. Le salaire n'est pas excellent, mais pour la première fois de ma vie, je gagne tout honnêtement. J'ai emménagé dans un appartement modeste et je vis selon mes moyens. Émilie et moi sommes divorcés. Elle n'a pas pu accepter la vie que nous pouvions réellement nous permettre. Et honnêtement,
Je suis soulagée. Je vois maintenant à quel point notre relation était toxique, comment elle a fait ressortir le pire en moi. Je n'écris pas pour demander pardon ou réconciliation. Je comprends que certaines portes, une fois fermées, ne peuvent être rouvertes. Je voulais juste que tu saches que les leçons que tu m'as apprises, même en partant, ont finalement pris racine. Je deviens, je l'espère, un homme meilleur. Je te souhaite tout le bonheur possible dans ta nouvelle vie. Tu le mérites plus que quiconque. J'ai montré la lettre à Guillaume ce soir-là au dîner. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé. Guillaume la lu attentivement avant de répondre. Je pense qu'il essaie sincèrement de changer. Que ce soit suffisant pour reconstruire une relation dépend entièrement de toi. Je ne sais pas si je pourrai un jour lui faire à nouveau confiance, ai-je admis. La blessure est trop profonde. Tu n'as pas à décider maintenant, a répondu Guillaume doucement. Ni jamais d'ailleurs. Ta vie t'appartient, Hélène. Tu as gagné le droit de la vivre selon tes propres termes. Il avait raison, bien sûr. Après des décennies à faire passer les autres en premier, j'avais enfin la liberté de choisir ma propre voie, de prioriser mon propre bonheur, de fixer des limites qui protégeaient mon bien-être. Mon téléphone a vibré avec un message de Samuel. Christophe m'a recontacté. Il dit qu'il est en thérapie et qu'il comprend tout ce qu'il a fait de mal. Il demande s'il y a une chance de réconciliation. J'ai lu le message et j'ai souri tristement. Dis-lui que je suis heureuse de savoir qu'il travaille sur lui-même, ai-je répondu. Mais certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent pas. Je lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle vie. C'était la vérité. Je souhaitais le meilleur à Christophe. Mais plus depuis la position de sa mère. Cette femme, celle qui avait vécu pour lui pendant des décennies, n'existait plus. À sa place, une nouvelle femme était née. Hélène Dubois, une femme de 71 ans qui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la dignité plutôt que la commodité, le respect de soi plutôt que l'amour toxique. Alors que le soleil se couchait sur Genève, j'ai pensé à la phrase qui était devenue mon mantra. Je ne regrette pas de l'avoir adoptée. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la gentillesse ne doit jamais être pratiquée au détriment de l'autodestruction. J'avais terminé ma carrière de mère, mais j'avais commencé ma vie de femme libre, et ça, ai-je découvert, c'était la meilleure des vengeances. Bien vivre, vivre en paix, vivre enfin pour moi-même. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentas, si idasus.